africain. Donc, la journée d'aujourd'hui, elle est une commémoration de ces enfants-là. Elle nous permet bien sûr de rappeler l'importance de la protection de leurs droits. Et c'est dans ce sens-là que l'Organisation de l'Unité africaine, qui est actuellement devenue l'Union africaine, a institué au cours de l'année 1961 la journée de l'enfant africain. Cette journée nous invite ainsi non seulement à nous soutenir, mais encore à réfléchir aux défis que rencontrent aujourd'hui des millions d'enfants sur notre continent. C'est dans ce contexte-là qu'Aki Institute s'associe à cette commémoration, étant toujours fidèle à sa mission de protection, de promotion des droits humains. Certains d'entre vous s'en souviennent d'ailleurs qu'Aki Institute a déjà organisé plusieurs activités scientifiques de haut niveau dans ce sens-là, c'est-à-dire dans les sens de protection, de promotion ainsi que de respect des droits humains. En décembre dernier, à l'occasion notamment de notre semaine des droits humains, nous avons eu l'honneur d'accueillir plusieurs personnalités académiques et professionnelles de haut niveau, notamment les professeurs Xavier Philippe de l'Université Paris 1 Sorbonne. Nous avions aussi accueilli à l'occasion la professeure Aurélie Tardier. Nous avions aussi accueilli à l'occasion M. Yannick Baouma, qui est un expert en droits humains. Nous avions aussi accueilli les professeurs Trésor Mukanya, ainsi que la professeure Hélène, qui est actuellement vice-présidente du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, quelques mois plus tard, nous avions également à organiser un webinaire qui était cette fois-ci consacré à l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda, avec la participation, bien sûr, du professeur Joseph Kazadimpiana, également de messieurs Hassani Nyandoué. Donc, il vous conviendrait d'observer que toutes ces initiatives-là traduisent notre volonté de créer un espace de réflexion, mais également un espace d'échange autour des questions qui touchent les droits humains, qui touchent également la paix, mais encore qui touchent la justice, lesquels éléments fondent nos trois programmes respectifs. Alors, dans le cadre de notre webinaire d'aujourd'hui, ça s'inscrit bien sûr dans la poursuite de cette visée-là, c'est-à-dire dans la continuité de ces dynamiques, avec un invité dont l'expertise sur les droits de l'enfant n'est plus à démontrer. Donc, nous avons un immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Thomas Foura. Le professeur Thomas Foura, c'est un professeur qui enseigne à l'université officielle de Bukavu, à l'université catholique de Bukavu. Il enseigne notamment les cours des droits internationaux publics ainsi que les droits de la protection de l'enfant. Ses recherches portent largement sur les droits de l'enfant, particulièrement dans les situations des conflits armés. D'ailleurs, si vous vous souvenez, sa thèse de doctorat a d'ailleurs été consacrée à la question de l'interdiction de la participation des enfants aux hostilités ainsi qu'à leur réinsertion après le conflit. C'est donc pour nous un privilège de l'attendre aujourd'hui sur le thème une protection des droits fondamentaux de l'enfant en contexte des conflits armés en Afrique, au-delà de l'illusion. Cher professeur, avant de vous céder la parole, il nous convient important de signaler quelques consignes qui vont guider ces webinaires. D'abord, nous invitons à l'assistance, c'est-à-dire aux participants, de poser leurs questions dans les chats au fur et à mesure de l'exposé du professeur. Voilà, nous vous remercions aussi également de garder vos microphones coupés pendant les interventions. Voilà, nous invitons tout particulièrement les spécialistes ainsi que les experts qui souhaiteraient intervenir directement, de les faire
au moment des échanges, mais également nous comptons sur la participation de l'assistance au maintien, bien sûr, du climat respectueux et constructif pour permettre, bien sûr, aux professeurs d'évoluer avec une quiétude possible. Sans pour autant attarder, professeur, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Voilà, à présent, la parole est à vous. Merci. Bien, merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Pour moi, c'est l'occasion de remercier Aki Institute pour m'avoir fait cette invitation, pour m'avoir permis de placer juste un petit commentaire sur quelques situations des droits des enfants dans des situations, dans les temps de conflits armés. Ben, ça tombe bien, c'est la journée de l'enfant africain. Ben, ça a été il y a 2 jours. C'était encore la semaine, et donc il n'y a pas de retard quant à ce. Et ça tombe aussi très bien dans la mesure où nous nous situons sur le continent africain, et dans la mesure où, évidemment, ben, les conditions peut-être n'ont pas beaucoup changé. On est en 1976, c'est l'apartheid qui fait problème. Aujourd'hui, on est en 2026, autant d'années plus tard. Mais ce n'est pas vraiment l'apartheid, mais c'est plutôt d'autres situations de conflits armés, de situations de pauvreté généralisée, et dans lesquelles nous sommes appelés à professer, nous sommes appelés à travailler pour les droits humains en général et pour les droits de l'enfant en particulier. Et donc, pour moi, c'est un honneur de prendre parole au nom, grâce à Aki Institute qui nous réunit ce soir. Un remerciement, mais aussi un encouragement à ce travail qui est fait par cet institut de recherche, par cette organisation. Et un encouragement aussi à chacun de vous qui participez à ce webinaire, à nous tous finalement, pour continuer la lutte en faveur de la protection, en faveur du respect des droits fondamentaux des enfants et à travers les enfants, et des droits fondamentaux de toutes les personnes humaines finalement. Alors, ben, sans beaucoup tarder, je vais devoir vous adresser une petite analyse, tout en vous précisant qu'il ne s'agit pas d'une leçon académique, et donc il s'agit plutôt des questions que je vais poser et des questions peut-être qui vont essayer d'alimenter un peu les débats et les échanges. C'est plutôt une occasion que nous tous nous apportions quelque chose parce que nous vivons dans ces situations, nous tous ici. Nous connaissons les droits humains, nous connaissons les droits des enfants et nous connaissons aussi les conflits. En tout cas, pour ceux qui sont en RDC et pour ceux qui sont dans l'Est de la RDC, ils connaissent bien les conflits, ils vivent les conflits. Et pour ceux qui sont éloignés de l'Est du Congo, ils connaissent les conflits tout au moins à travers des ouvrages et des informations. Et donc, pour moi, c'est une occasion d'échange ce soir autour de cette thématique-là. Alors, ben, je n'ai pas demandé combien de minutes je vais devoir avoir pour l'exposer. Ça pourrait peut-être m'aider à ne pas aller au-delà. Je sais que je n'irai pas au-delà, mais ça me permettrait évidemment de savoir quoi dire et quand le dire. Si on peut me préciser le timing. Oui, professeur, le webinaire durera 1 heure. Ouais. Donc, votre exposé pourrait se dérouler en l'espace de 30 minutes. Oui, Et, pour 30 minutes. 30 minutes, et puis on passera place aux questions, mais également aux interventions à toute fin utile de la part des experts, s'il y en aura. Bien, bien, merci. Je ne prendrai pas 30 minutes. Je crois qu'on va avoir beaucoup plus de temps pour les échanges. Comme je l'ai dit, c'est l'orientation que je donne à mon intervention, qu'on discute sur des questions que nous connaissons tous finalement. Voilà. Alors, on peut déjà y aller. Et le sujet, il a été communiqué, une protection des droits fondamentaux de l'enfant en temps de conflits armés en Afrique, au-delà de l'illusion. Et donc déjà, le sujet lui-même, ça pose une question.
Est-il possible que les droits de l'enfant, que les droits fondamentaux de l'enfant soient protégés, soient respectés, soient réalisés dans des temps de conflits armés? Et nous prenons le terrain africain comme terrain d'étude. Nous prenons l'Est du Congo où nous sommes et où il y a des conflits armés. Alors, je vais introduire un tout petit peu en disant que les États africains, en tout cas pour la très grande majorité, si pas tous, sont théoriquement protecteurs des droits de la personne et des droits de l'enfant en particulier. Et pourquoi je le dis? Parce que tous les États africains sont partis aux instruments fondamentaux protecteurs des droits de l'enfant, notamment la Convention des Nations Unies de 1989 sur les droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. En tout cas, tous les États africains y sont partis, à une infime minorité près peut-être. La Somalie n'était pas partie, mais soit elle est partie, soit en tout cas elle est en train de ratifier ces instruments-là après que la Somalie ait annoncé son intention de les ratifier il y a 2 ou 3 ans. Ces États sont aussi partis à la plupart des protocoles facultatifs à la Convention sur les droits de l'enfant. Et on sait que parmi ces protocoles, il y a exactement un qui porte sur l'implication d'enfants dans les situations de conflits armés. Et nous savons aussi que la Charte africaine des droits de l'enfant consacre un article sur la situation de l'enfant dans des temps de conflits armés, c'est l'article 22. Et donc voilà, il y a déjà en partant théoriquement des principes protecteurs des droits des enfants, même en temps de conflits armés. Je l'ai dit, la Charte a un article 22 y consacré et il y a tout un protocole facultatif, évidemment, la Convention sur les droits de l'enfant qui concerne l'implication d'enfants dans les situations de conflits armés. À part ces instruments-là, tous ces États sont aussi membres des Nations Unies et nous savons très bien que les Nations Unies se développent depuis en tout cas 1996, une activité intense, je dirais même un activisme en faveur des droits de l'enfant, et où on a aux Nations Unies tout un bureau spécialisé sur les questions des droits de l'enfant, surtout des enfants en situation de conflits armés. Et alors, si cela est le cas pour l'Afrique, c'est aussi le cas pour les États des Grands Lacs, c'est le cas pour la RDC. Et pourquoi la RDC? Pourquoi les pays des Grands Lacs? Parce que c'est des pays dans lesquels les situations de conflits armés sont récurrentes. Nous pouvons dire que depuis 90, les Grands Lacs africains, voilà, nous prenons le Rwanda, le Congo, le Burundi, et peut-être que l'Ouganda aussi, voilà. C'est des États qui sont confrontés à des conflits. Si on met l'Ouganda, c'est donc depuis avant 90, depuis les années 86. Et depuis là, jusque-là, le conflit qui s'est vu au Congo, c'est un conflit qui a ses ramifications avec toute la situation générale que je viens de décrire là et qui remonte à 1986 parce que l'Ouganda est prise aussi en considération. Et donc voilà, tout en étant dans des conflits armés, ces États sont malheureusement aussi caractérisés par l'extrême pauvreté. Et donc nous sommes dans les deux situations de conflits armés et d'extrême pauvreté. Alors, j'avais la liberté évidemment de parler soit des conflits armés, soit de l'extrême pauvreté, mais moi je me suis dit que les conflits armés pouvaient déjà couvrir même la pauvreté, parce que parmi les conséquences des conflits, nous avons aussi évidemment des situations de pauvreté. Alors, partant alors de ces données, de ces postulats théoriques que tous ces États sont protecteurs des droits humains, mais aussi que parmi ces États, notamment ici en RDC, en Afrique centrale, c'est des États aussi qui sont confrontés à des conflits armés. C'est pourquoi je pose la question, est-il possible de réaliser les droits de l'enfant en temps de conflits armés? Est-ce que c'est possible? Alors, au-delà de l'illusion, on verra que on peut penser que c'est illusoire. Mais est-ce que c'est vraiment illusoire? À ces questions-là, d'illusoire ou non illusoire, je crois qu'on va y répondre vers la fin de l'exposé. Alors, pour l'instant, et en vue évidemment de répondre à la question qui est posée, il est nécessaire de considérer
d'abord l'impact des conflits armés sur la situation des droits de l'enfant, mais aussi sur les droits humains en général. Et ensuite, alors, on va tenter de répondre à la question de savoir si il est illusoire de prétendre réaliser les droits de l'enfant dans les temps des conflits armés. Parlant de l'impact des conflits armés sur les droits de l'enfant, je vais considérer deux choses. D'abord, en premier lieu, des généralités, que je dirais la situation, le conflit armé lui-même par rapport à tout ce qui est droit, par rapport à tout ce qui est loi, voilà, par rapport à tout ce qui est humanité. Et pour prendre ce départ-là assez général, ben, il est bien établi que le conflit armé, il est bien établi que la guerre, c'est tout à fait l'antipode du droit. C'est tout à fait l'antipode du droit parce que la guerre prend place lorsque les lois, lorsque le droit semble n'avoir pas réussi. Et c'est depuis longtemps, c'est depuis l'Antiquité, parce que déjà Cicéron l'a dit à l'époque, les armes vont parler lorsque les lois se sont tues. Voilà, et ça c'est une réalité qui remonte dès l'Antiquité. Et à ces jours, en ce qui concerne les droits de l'enfant, il y a un auteur qui est aussi un peu prolixe en droit de l'enfant, Pascal Boucault, qui dit « La guerre, les conflits armés, c'est la vacance de l'état de droit, c'est finalement la vacance de l'humanité. » Et quand on dit vacance de l'état de droit, c'est donc la vacance des droits. Quand on est en guerre, on est supposé avoir mis un point ou une suspension sur les droits. Mais ça, c'est un présupposé. Mais par ailleurs, nous savons tous ici que même pendant la guerre, il y a des lois, il y a un droit qui continue à s'appliquer. Et voilà, on connaît le droit humanitaire qui s'applique et qui est d'ailleurs fait, un droit qui est fait uniquement pour s'appliquer en temps de guerre, qui est fait uniquement pour s'appliquer en temps de conflits armés. Mais même si, évidemment, vous le savez, le droit humanitaire peut avoir quelques dimensions qui seraient mises en œuvre en dehors des conflits, notamment la prévention, la répression. Mais l'essentiel, l'essence du droit humanitaire, c'est de s'appliquer en temps de conflits armés. Mais par ailleurs, on sait aussi que les droits de l'homme ne cessent pas de s'appliquer parce qu'il y a conflits armés. Ça, c'est une donnée aussi presque évidente, très affirmée aussi bien par la jurisprudence que par plusieurs auteurs. Les droits humains ne cessent pas de s'appliquer en temps de conflit. Bien évidemment, on va le voir, il y a quelques droits qui peuvent être suspendus, mais on sait aussi que la suspension est quand même soumise à une procédure quelque peu rigoureuse. Mais de façon générale, la guerre est la négation absolue de l'état de droit. La guerre plonge les sociétés dans une vacance des droits où les lois nationales et même des lois internationales sont suspendues, bafouées et des fois des lois qui existent ou qui doivent s'appliquer pendant ces temps-là s'avèrent impuissantes face à la violence. Et donc, nous sommes dans des situations où les conflits armés mettent en fait les lois en veille. Les lois sont en veille. Même les lois les plus favorables, même les droits, je voulais dire, les droits fondamentaux visant la protection des droits humains, la protection des enfants en particulier. L'absence de protection juridique mène à ce que Pascal Boucault appelle une vacance de l'humanité. Et évidemment, on le sait bien, les règles de droit ont aussi pour vision, pour ambition de veiller à la conservation des minimums d'humanité, de veiller à la conservation de quelque chose qui serait encore de la conscience humaine. La guerre paraît alors comme un état de déshumanisation totale où la personne humaine est réduite à une cible. Oui, on le sait et on va le dire. Pendant la guerre, des personnes humaines sont prises pour cibles d'attaque, soit légitimes, soit illégitimes. Auquel cas alors, soit c'est des dommages collatéraux, soit carrément la personne fait objet, la personne est prise comme un outil de destruction. Auquel cas on pourrait avoir des crimes de guerre et même des crimes contre l'humanité. Les conflits armés remettent la société humaine en son état de nature. D'un départ, nos notions d'histoire, on sait
évidemment des théoriciens qui ont dit qu'on a évolué d'un état de nature. Voilà, on peut lire Thomas Hobbes, ce qu'il dit, que dans l'état de nature, l'homme était un loup pour l'autre homme. Les règles de droit sont venues réduire un peu l'état de nature. On a quitté l'état de nature vers l'état de droit grâce aux règles de droit, parmi lesquelles les droits humains. L'état de nature, c'est un état antérieur au contrat social, le contrat social dont parle Jean-Jacques Rousseau, John Locke. Et on sait évidemment que dans ces contrats sociaux, parmi les clauses qui constituent ces contrats sociaux, figurent en première position les droits humains, les droits de la personne. Et alors, lorsque la guerre arrive, c'est que le contrat social n'a pas tenu, c'est que ce contrat est rompu, et quand ce contrat est rompu, bien évidemment aussi, ces clauses ne vont pas s'appliquer correctement. Alors, je disais que pendant la guerre, évidemment, après ces considérations générales qui montrent que même si les lois peuvent exister, même si le droit peut continuer à être appliqué en temps de guerre, en fait, dans les faits, on constate toutes les difficultés à ce que ces règles soient respectées. Et déjà, le droit lui-même prévoit qu'il est possible de suspendre certains droits humains en temps de conflit, en temps de guerre, en temps de périodes exceptionnelles, comme le prévoit le pacte international relatif aux droits civils et politiques, je crois bien à son article 4, il est prévu qu'on peut suspendre l'application de certains droits humains. Ben, évidemment aussi, avec des limites, il y a des droits qui ne seront jamais suspendus, on les appelle des droits indérogeables, parmi lesquels le droit à la vie, l'interdiction de l'esclavage, de la torture, le principe de non-rétroactivité des lois. Voilà, ça c'est quand même parmi les règles auxquelles aucune dérogation n'est possible. Mais sur les autres droits humains, en tout cas, des dérogations sont possibles si l'État qui veut y procéder prend quand même les mesures nécessaires et respecte la procédure qui est prévue. Voilà un peu l'économie de l'article 4 du pacte sur les droits civils et politiques et qu'on peut retrouver dans d'autres conventions, même régionales. Mais je prends le pacte qui est assez global, qui couvre aussi bien les enfants, mais aussi d'autres personnes. Et je disais, parmi les droits de l'homme, les droits de l'enfant, il y en a néanmoins qui ne peuvent pas être suspendus. Il y en a qui ne connaissent pas de dérogation. Et parmi ces droits sont des droits très, très fondamentaux. Le droit à la vie, l'interdiction de l'esclavage, de la torture, la non-rétroactivité des lois, tout ça, c'est parmi les lois auxquelles on ne peut pas porter dérogation. Mais nous, ici, on va considérer tous les droits de l'enfant en général, aussi bien ceux indérogeables que les autres qui ne le sont pas, parce que finalement, tous les droits sont importants et pour l'enfant, chaque droit concourt à la réalisation de tous les autres droits. Revenons sur l'impact maintenant des conflits sur les enfants, en dehors de ce qui est aspect généraux. Il y a depuis 1996 aux Nations Unies, lorsque l'ONU lance sa protection ou son activisme en faveur des droits des enfants en temps de conflits armés, tout est parti d'un rapport qui a été élaboré par un expert ou alors une experte des Nations Unies à l'époque, grâce à Machel. Et le rapport était intitulé exactement « L'impact des conflits armés sur les enfants ». C'est un rapport trop riche parce que c'est ce rapport-là qui a servi, en tout cas l'ONU, à monter tout un bureau sur la représentation des Nations Unies dans des situations où les enfants étaient victimes de conflits armés. Et dans ce rapport, on montre que les conflits armés font chaque année des milliers de victimes. Et parmi ces milliers de victimes, on compte à peu près 2 millions d'enfants par année. Là, on est en 96. Et aujourd'hui, en 2006, peut-être qu'à travers le monde, les choses peuvent avoir un peu changé, mais il ne me semble pas que ça a beaucoup changé, parce qu'aux conflits armés qu'il y avait en 96, se sont certainement ajoutés d'autres, notamment le conflit en Ukraine. Le conflit en Ukraine, il est récent,
bon, pas trop récent sur le plan de l'histoire, il est récent par rapport aux autres conflits que nous avions en 96. Il y a aussi le conflit en Syrie, mais qui n'était pas en 96, qui est un conflit qui est venu un peu après, le conflit en Libye. Et donc, il y a eu beaucoup de conflits après 96, hein, et on pourrait penser que les 2 millions qu'on avait en 96, 2 millions de victimes enfants peuvent avoir augmenté pour le moment. À part des enfants qui sont tués, il y a des enfants qui sont blessés, il y a des enfants qui sont rendus invalides pour la vie par les mines antipersonnelles, par exemple. Et d'innombrables autres enfants ont été forcés à se déplacer et d'autres enlevés, et ainsi de suite. Et à ce jour, évidemment, 30 ans plus tard, les enfants continuent à souffrir de tous ces fléaux-là des conflits. Les enfants, ils sont massacrés. Ça, c'est aussi une donnée. Ils sont violés, ils sont brutalisés, ils sont exploités comme soldats. Les enfants sont affamés, exposés à des brutalités extrêmes. Et on sait que, en certains milieux, les enfants sont contraints à la famine. La situation dans la bande de Gaza est assez parlante quant à ce. Et donc, de manière générale, les enfants subissent des dommages matériels, des dommages psychologiques, des dommages culturels. Lorsqu'on détruit les biens culturels, lorsqu'on détruit les écoles, ça c'est aussi un dommage culturel pour les enfants. Des dommages humains aussi, soit les enfants, eux, sont victimes, soit c'est eux qui voient les parents victimes et les enfants immédiatement doivent changer de vie lorsque les parents disparaissent suite à des conflits armés. Nous sommes aussi nombreux ici à avoir vu les photos circuler avec un enfant qui porte un autre enfant sur le dos et qui tient 2 enfants ou un enfant par les mains, simplement parce que les parents, soit ils ont été tués, soit les enfants ne savent pas où se trouveraient leurs parents. Et donc, les systèmes de santé aussi, les institutions religieuses, les institutions scolaires sont détruites pendant les conflits armés. La guerre viole tous les droits de l'enfant. C'est ça qu'a conclu le rapport grâce à Machel, notamment le droit à l'éducation, sur lequel on va revenir. Et peut-être quand on va y revenir, on fera encore allusion, on fera encore un regard sur les rapports grâce à Machel. Prenons alors quelques droits spécifiques pour montrer l'impact que peut avoir un conflit armé sur les droits de l'enfant. On prendra le droit à la vie, mais on prendra aussi le droit à l'éducation. On prendra ces deux, tout en sachant évidemment que les conséquences sur ces droits que l'on va analyser, c'est de mêmes conséquences que subissent aussi les autres droits de l'enfant. Le droit à la vie, l'enfant a droit à la vie, l'enfant a droit à la survie. Ça, c'est un droit qui est consacré par tous ces instruments qu'on a cités. Notamment, c'est un droit qui est consacré par l'article 5 de la Charte africaine. La Charte africaine est intéressante parce que dans l'article 5, il est bien précisé que le droit à la vie, c'est un droit imprescriptible. C'est ce qu'on disait évidemment, c'est un droit indérogeable. C'est un droit qui est protégé par la loi. Et on sait que l'enfant a droit à la vie, mais aussi l'enfant a droit à la survie. Tout ce qui concourt à sa survie, c'est-à-dire à sa vie de demain, c'est quelque chose qui doit être protégé. Et le droit à la survie fait que ce principe de l'article 5 ici, qu'on retrouve à l'article 6, Convention des Nations Unies, ce principe est considéré comme l'un des principes fondamentaux des droits de l'enfant. Il y en a 4, vous le savez, nous le savons. Et parmi les 4 principes fondamentaux, il y a le principe que l'enfant a droit à la survie. Tous les droits de l'enfant doivent être commentés, doivent être interprétés, doivent être réalisés en fonction de sa survie pour que l'enfant soit utile, pour que l'enfant vive le lendemain. Et les autres principes, je ne les cite pas, vous les connaissez, l'intérêt supérieur de l'enfant, la non-discrimination, mais aussi le principe de la participation. Ça fait les 4 principes fondamentaux. Le droit à la vie pendant le conflit, c'est parmi les plus affectés. Si nous prenons le cas de la RDC, et si on se met à analyser les derniers rapports des Nations Unies, on va constater que la guerre, les conflits fait trop de victimes parmi les enfants. Alors, j'ai pris juste par hasard quelques rapports et j'ai trouvé
que en 1920 et en 2023, on a dénombré une affaire de 1298 enfants victimes de conflits armés. C'est des enfants, c'est-à-dire âgés de moins de 17 ans. Parmi ces 1298, on a dénombré 798 enfants tués ou alors grièvement blessés par balle. Les enfants grièvement blessés par balle, ils se sont comptés à 500. Et ça, c'est pendant une partie de l'année 2023. Et en 2023, il a été constaté que ces chiffres-là étaient de 40% plus importants que les chiffres qu'on avait recensés l'année précédente. Et alors, 2023, là on est en 2026, c'est qu'il y a 3 ans après, et nous savons que de 2023 à 2026, les conflits n'ont pas baissé d'intensité. Par contre, les conflits se sont étendus aussi bien dans l'espace que par rapport à leur ampleur. On pourrait alors, par toute hypothèse, estimer qu'à ces jours, on ne sait plus compter 1298, on pourrait peut-être compter 1300, peut-être 1500. Les rapports de 2025, de 2026 les montrent parfaitement en ce qui concerne la situation dans notre pays, notamment à l'est du pays, ici où nous sommes. Alors, à part le droit à la vie, il y a aussi le droit à l'éducation. Et dans le rapport Grâce à Machel, le droit à l'éducation, on lui donne une importance vraiment particulière pour ce que ce droit a par rapport à l'enfant. Et toute l'importance du droit de l'enfant à l'éducation, on peut bien le lire ou on peut bien la lire, l'importance en question, à l'article 11. L'article 11 de la Charte africaine des droits de l'enfant, c'est un article qui résume ou carrément qui détaille qu'est-ce qui fait l'importance du droit à l'éducation. L'éducation prépare finalement l'enfant à toute sa vie de demain. L'éducation, c'est ça qui fait de l'enfant, ou alors qui permettra à l'enfant d'être ce qu'il espère être, ce qu'il espère devenir, et ce, grâce au travail, grâce à l'appui des adultes. L'éducation de l'enfant a une dimension, ça je résume l'article 11 de la Charte africaine. L'éducation de l'enfant a une dimension morale, une dimension spirituelle, une dimension économique. Le droit à l'éducation, c'est parmi les droits que vous qualifiez de droits économiques et socio-culturels. Et donc voilà, le conflit armé, malheureusement, vient porter un frein, un coup fatal à l'éducation, et ce, de plusieurs manières. En premier lieu, les conflits armés, c'est pendant les conflits armés qu'on apprend que des écoles sont bombardées, des écoles sont attaquées, des écoles sont occupées par des membres des forces armées ou même des membres des groupes armés. Voilà, je crois qu'autour, il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus en quelle année, mais on connaît l'affaire Minova, où des écoles ont été occupées, des enfants obligés de fuir, tout ce qui est pupitre, banc est utilisé pour cuire les haricots pour les membres des forces armées. Et alors, ce qui est arrivé à Minova en ces temps-là, ben, cela arrive dans plusieurs de nos milieux, dans nos milieux ruraux. Alors, les semaines antérieures, il n'y a pas 3 semaines, les enfants étaient appelés à passer des examens de fin de cycle, du cycle primaire, mais aussi du cycle d'enseignement de base, hein, les examens de 6e primaire et l'examen de 8e éducation de base. Et on sait que dans nos régions ici, il y a plusieurs enfants qui ont raté ces examens, tout simplement suite aux conflits armés. Il y a eu des batailles et les enfants n'ont pas pu se rendre dans les centres où les examens devaient se dérouler. Et là, du coup, l'enfant qui s'est déjà préparé difficilement à passer ses examens, il en est privé et voilà, il peut ne pas le passer. Et s'il ne le passe pas, ça fait une année perdue, ça fait un ajout sur les traumatismes dont il souffre déjà et voilà. Et donc voilà, comme je l'ai dit, je pouvais prendre d'autres droits, mais le temps nous oblige à ne pas le faire. Mais ce qui a été dit sur le droit à la vie, sur le droit à l'éducation, peut être répercuté sur d'autres droits.
Prenons alors le deuxième point où on répond à la question: est-ce que c'est une illusion de penser que les droits de l'enfant peuvent être protégés en temps de conflits armés? Je dirais d'abord oui, c'est illusoire. C'est illusoire et on le voit. Pourquoi oui? Parce que, je l'ai dit, la guerre, c'est la vacance des droits, vacance de l'humanité. Pourquoi oui? Partant de toutes les conséquences négatives qu'on vient de relever ci-dessus et qui n'ont pas été relevées. Ça paraît illusoire. Et pour beaucoup, évidemment, ils nous diront que c'est illusoire. On ne peut pas parler de la guerre et parler du droit. Et ça fait que même la doctrine en droit humanitaire, lorsque Sassoli écrit son ouvrage « Un droit dans la guerre », le titre finit par un point d'interrogation. Parce qu'on part de cette hypothèse-là, on part de ces postulats-là que beaucoup ne comprendraient pas que ce soit possible d'affirmer les droits pendant les situations de conflit. Mais alors, nous ne sommes pas tous et beaucoup. Nous sommes quand même des gens appelés à enseigner le droit, à professer le droit, à dire le droit et à faire vivre le droit. Nous sommes animés d'un certain espoir, mais si on était chrétien, on dirait nous sommes animés de la foi. Nous sommes animés de la foi dans les droits humains, dans les droits de l'enfant. Et parce que nous avons la foi dans les droits humains, dans les droits de l'enfant, nous dirons que ce n'est pas illusoire. Et donc, après le oui là, le oui prononcé sur les lèvres, il y a un non catégorique. Ce n'est pas illusoire de penser que les droits de l'enfant peuvent être protégés en temps de conflits armés. Les droits de l'enfant sont protégés en temps de conflits armés et les droits de l'enfant doivent être protégés en temps de conflits armés. Et pourquoi? On l'avait dit aussi, même en temps de guerre, les droits humains ne cessent pas d'être applicables. Les droits humains s'appliquent en temps de guerre et au-delà des droits humains, c'est-à-dire le droit des droits de l'homme, nous avons une branche spécialisée des droits humains. Les droits humanitaires, c'est aussi des droits humains applicables alors en temps de guerre. Et on sait que dans le DIH, on trouve pas mal de dispositions qui protègent les enfants, tout ce qui concerne l'interdiction que les enfants participent aux hostilités, tout ça, nous retrouvons dans des instruments de DIH. Il est vrai qu'on peut suspendre certains droits, mais je l'avais dit, mais en pratique, cela arrive rarement. Nous sommes au Congo et je peux ne pas avoir l'information. Dites-moi quand est-ce qu'en RDC, on a suspendu l'application de certains droits alors que nous sommes en guerre depuis 30 ans. Et il en est ainsi dans plusieurs États. La possibilité, on n'y recourt pas souvent. On n'y recourt pas souvent. Et ça consolide l'affirmation que même en temps de guerre, les droits sont là et ils doivent être protégés. Outre cela, il y a la prévention et la répression des violations qui visent à garantir ce droit. On sait que pendant la guerre, les droits peuvent être violés, raison pour laquelle on a prévu aussi un régime répressif assez rigoureux. Bien, ce qui est dommage, c'est que la répression aussi ne suit pas toujours. Et malheureusement, dans ces États de conflits armés, dans le nôtre, où il y a encore un délabrement de l'appareil étatique, la répression ne suit pas. Et c'est ce qui tend peut-être à donner raison à ceux qui pensent que les droits n'existent pas. Mais la répression existe, peut-être à une vitesse moindre par rapport à nos attentes, par rapport à ce qu'elle devait être, mais elle existe quand même. On peut dénombrer toutes les affaires qui ont été portés devant nos juridictions militaires en particulier entre 2000 et aujourd'hui. Je crois que c'est une centaine d'affaires. C'est quand même quelque chose et c'est pas rien. À part nos juridictions nationales, il y a les juridictions internationales, la Cour pénale internationale, l'affaire Thomas Lubanga. On sait que c'est des enfants qui ont été recrutés. Thomas Lubanga a été condamné. Voilà, Bosco Ntaganda est là aussi pour les mêmes faits. Et donc, la répression, elle est là. Elle n'est pas encore à la hauteur, mais elle est là. Il suffirait qu'elle soit améliorée. Et notre combat aussi, c'est de continuer à militer que la répression soit améliorée parce que la répression va garantir, va donner tout son sens à cet arsenal juridique protecteur des enfants en temps de conflit. La répression va finalement montrer que ce n'est pas une illusion, mais que c'est plutôt une réalité. Bien alors, voilà que
Je crois que j'ai pris quelques temps, quelques minutes, un peu plus ou moins. Mais dans tous les cas, je préfère m'arrêter là pour permettre à ce qu'on fasse un petit échange, des ajouts, des commentaires et peut-être d'autres discussions. Bon, j'ai dit, je vous remercie en espérant que vous m'avez bien suivi. Merci beaucoup, professeur, pour, pour cette présentation particulièrement riche et éclatante, inspirante aussi. Nous avions été éclairés sur beaucoup de questions. Je rappelle que votre analyse s'est articulée autour d'un questionnement. La question était de savoir est-ce qu'il est possible de réaliser les droits de l'enfant en contexte de conflits armés, au-delà de l'illusion. Voilà, vous aviez revenu sur les instruments aussi bien nationaux que régionaux auxquels les États africains sont partis, la majorité en tout cas. Vous aviez aussi revenu sur les droits des enfants, aussi bien d'une façon générale que d'une façon particulière, c'est-à-dire dans un contexte de conflits armés. Vous avez revenu sur l'impact des conflits armés sur les droits, sur la réalisation des droits des enfants. Et par la suite, vous avez pointé du doigt la question, celle de savoir si n'est-ce pas une illusion de croire que les droits de l'enfant seraient concrètement réalisés en contexte de conflits armés, à laquelle question vous aviez nuancé. Vous avez dit oui d'emblée, mais par la suite, vous aviez un peu nuancé en disant que oui, voilà, c'est la destination attachée au droit. Il y a des mécanismes déjà institués pour les réalisations. Voilà, donc on a réussi, je viens de dénombrer beaucoup de questions qui ont été soulevées dans les chats. Je ne sais pas si on peut écouter les professeurs sur les procédés, mais je demande à d'autres collaborateurs de nous lire les questions pour gagner beaucoup plus de temps et permettre aux professeurs d'y revenir tant soit peu. Merci beaucoup. Si. Cher Germain, juste pour signaler, vous pouvez déjà prendre toutes les questions à partir, vous pouvez lire les questions pour le professeur et le professeur va répondre. Je pense qu'on peut prendre une série de 3 questions et le professeur va répondre par série de 3 questions. Vous pouvez y aller, cher Germain. Prenez juste la première question dans le chat. Ou soit si le prof peut prendre les questions directement, je ne sais pas ce qui est facile. Merci. Non, il peut lire les questions parce que moi, je n'y ai pas directement accès. Merci. Oui, je viens de réaliser que je n'ai pas aussi directement accès. Qu'il te plaît, cher Giscard, de nous lire Ok, directement. rapidement alors. La première question a été posée par Monsieur Diderot à Bamongo. Pourquoi les droits fondamentaux des enfants demeurent-ils difficilement protégés dans les zones de conflits armés en Afrique, malgré l'existence de nombreux instruments juridiques internationaux? C'est la première question. Il y a, deuxièmement, Monsieur Prince Balola. Nous, chers professeurs, nous vous remercions. Voilà, nous observons que l'humanité a pris conscience pour protéger les droits de l'enfant partout où celui-ci se trouverait. Cette nécessité s'explique par la volonté de la communauté internationale de mettre fin, ou en tout cas d'atténuer les violations de ce droit. Malheureusement, jusqu'à présent, les violences persistent. Ma question est de savoir que doit faire encore la communauté internationale. Serait-il mieux d'adopter d'autres textes tandis que le précédent ne sont pas respectés? C'est la première question. En seconde position, aussi, pendant le conflit armé,
lorsque les enfants participent aux hostilités de manière directe, voire lorsque la loi nationale accepte une telle approche, certains de ces droits, notamment le droit à la vie, perd-il son caractère absolu ou, dit-on, est-il dérogeable ou peut-on dire que le droit à la vie est-il dérogeable dans un tel cas? Et donc, je pense que ça, c'est déjà 3 questions, ou soit on prend 3 personnes. Alors, la troisième personne, c'est Monsieur Monsieur Lubunga, si je peux me limiter par là, Monsieur Lubunga qui veut savoir comment les États africains peuvent-ils mieux appliquer les conventions relatives aux droits de l'enfant en période de conflit armé. En période de conflit, c'est juste ça. Ce sont les 3 premières questions. Cher professeur, on espère que vous les avez bien saisies. Après les 3 questions, je vais encore revenir. Bien, merci beaucoup. Alors, Abamungu qui dit les droits sont difficilement protégés en zone de conflit, ben, il veut savoir pourquoi les droits sont difficilement protégés en zone de conflits armés. Bon, c'est ce qu'on a dit. Le conflit, c'est presque l'antipode de ce qui est droit. Le conflit, c'est le contraire du droit. On n'attendrait pas que le conflit vienne protéger les droits. Le conflit, c'est une période propice à la violation des droits. Et donc, je dirais pourquoi? Ben, il n'y a pas de pourquoi. La situation, le contexte lui-même est assez permissif de ces violations. Alors, le pourquoi on peut aller par droit, par droit. Par exemple, on a besoin d'enfants, on a besoin de combattants, on va recruter les enfants. Voilà, s'il n'y a pas de conflit, on ne saurait pas recruter les enfants parce qu'on n'aura pas que faire avec des enfants comme combattants. Prince Balo, là, ben oui, il a fait des considérations, ok, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Les violations persistent, nonobstant la bonne intention de ce qu'il appelle communauté internationale. Faut-il adopter de nouveaux textes? Ben moi, je répondrai rapidement, peut-être comme répondrait un politicien congolais. Je crois qu'on n'a plus besoin de textes pour le moment. On a plutôt besoin d'hommes qui les mettent en pratique. On a besoin que les seigneurs de guerre, parce qu'ils prennent des engagements, qu'ils les respectent. Les États prennent des engagements, ils doivent les respecter. Vous avez suivi comment la Russie a enlevé des enfants ukrainiens. C'est pas un groupe armé la Russie, c'est une armée régulière, c'est un État. Et parmi les 5 puissances du Conseil de sécurité, alors, les groupes armés, il est vrai qu'ils ne sont pas partis à des conventions, mais on sait qu'ils sont liés aussi et aussi doivent respecter. Moi, je ne dirais pas qu'on adopte de nouveaux textes, qu'on fasse un effort de mettre en œuvre les textes que nous avons. Mais l'autre question que pose Balo, là, c'est lorsque les enfants participent aux hostilités, je dirais d'abord qu'il n'y a aucun État au monde qui permet que les enfants participent aux hostilités. Et toute législation du monde montre que les personnes ne peuvent participer aux hostilités que lorsqu'ils sont majeurs, que lorsqu'ils sont déjà 18 ans, même dans les États où on enrôle des gens qui n'ont pas 18 ans, parce qu'il y a des pays où on le fait, même aux États-Unis, on enrôle des gens à 16 ans, avec la restriction qu'ils ne seront jamais envoyés sur le front. Mais néanmoins, on trouve qu'en réalité, en dehors de la loi, il y a quand même des enfants qui participent aux hostilités, mais c'est des enfants soldats. Alors, on est soit enfant, soit soldat. Lorsqu'un enfant devient soldat, il cesse d'être enfant et sur le champ de bataille, on ne va pas choisir entre un militaire, entre un combattant adulte et un combattant enfant. Tous ils deviennent cibles d'attaque. Dans ces cas-là, on ne dirait pas qu'on pense au droit à la vie. Et d'ailleurs, comme je le disais encore, là, on va appliquer les droits humanitaires. Et on sait qu'en droit humanitaire, le fait de tuer un ennemi ne constitue pas une atteinte au droit à la vie. C'est bien connu. La mission du combattant, c'est évidemment de mettre fin à la vie du combattant adverse, évidemment, avec tout ce que vous connaissez aussi comme principe de proportionnalité, du moindre mal, voilà. Ben, Lubunga dit, comment les États africains peuvent-ils mieux appliquer les droits dans les conflits? Bon, c'est ce qu'on a déjà dit. Mieux appliquer les droits dans les conflits, c'est d'abord éduquer les forces armées pour les États. Ce sont les forces armées qui combattent, c'est elles qui doivent appliquer les droits. C'est aussi, les États doivent améliorer leur appareil judiciaire. Comme je disais encore, la répression,
c'est vraiment la garantie, à mon avis, la garantie la plus sévère des droits humains. Lorsqu'on réprime les violations, prochainement, ça va diminuer. Et qui réprime sont les cours et tribunaux. Les États doivent éduquer, doivent prévenir, mais aussi doivent réprimer. Et les groupes armés aussi devraient faire la même chose. Parce qu'un groupe armé, il se destine à devenir un État. Et s'il se destine à devenir un État, on va savoir son intention d'être un État par la mesure à laquelle il respecte les droits humains, les droits de l'enfant. Lui aussi doit prévenir et il doit réprimer. Même les groupes armés sont appelés à réprimer les violations. On a connu ça avec le MLC. Jean-Pierre Bemba a été accusé pour n'avoir pas réprimé les violations qui avaient été commises par ses combattants en Centrafrique. Je crois que j'ai essayé de toucher à ces trois questions. Voilà, à ma manière. Merci, cher professeur. On a d'autres questions dans le chat. On va essayer tant bien que mal de vous le soumettre. Et pour d'autres questions qui n'auront pas de réponse dans cette session, on va envoyer les questions au professeur pour y répondre et on va vous revenir par mail. Donc, on va essayer de répondre à une autre série de 3 questions. Alors, il y a pour cette deuxième série de 3 questions, il y a Monsieur Elias. Monsieur Elias qui demande l'obligation de réalisation progressive de l'État a-t-elle la même portée pour les droits humains en général et ceux de l'enfant en situation de conflit armé en particulier? C'est ça la première série, la première question de cette deuxième série. En seconde position, nous avons la question de Monsieur André. Monsieur André, il veut savoir, monsieur, merci pour votre intervention, professeur. Ma question est de savoir si l'existence de ce droit de l'enfant est réellement suivie de sanctions dans la pratique. Dites-nous, quand le loi s'étaise pour laisser place aux armes, le droit de l'enfant, eux, gardent-ils leur temps? J'espère avoir donné la question telle que, voilà. Alors, la troisième question pour cette série, j'essaie de voir la troisième question pour cette série. La troisième question pour cette série. S'il vous plaît, chers intervenants, gardez vos micros coupés. On essaie de lire les questions dans le chat. On vous encourage à poser progressivement les questions. Monsieur Hermès, coupez votre micro, s'il vous plaît. Alors, la troisième question de cette série, rapidement, il y a Monsieur Augustin. Il veut savoir, j'espère que les États du monde entier, ou bien particulièrement ceux de l'Afrique, qui sont arrivés même à ratifier les instruments contenant le droit fondamental des êtres humains, inclut ceux de l'enfant, et ils le ratifient en connaissant la gravité de l'importance de ces instruments. Et c'est ce fait que ma question, c'est par ce fait que ma question s'adresse de manière suivante. Comment ils arrivent à ratifier les instruments en sachant qu'il leur sera difficile de les appliquer ou de les respecter suite à leurs interférences politiques? C'est la deuxième série de questions, cher professeur. C'est à vous. Cher professeur, on a du mal à vous suivre. Oui, merci. Bien, je disais merci. Merci beaucoup. Elias qui dit l'obligation de réalisation progressive, est-ce que cette obligation va s'appliquer aussi pour les droits de l'enfant en temps de conflits armés? Bien. Et je crois qu'ici, c'est une question qui quand même est assez longue. Et j'y répondrai en disant ceci. Parmi les droits de l'enfant en temps de conflits armés, il y a d'abord tous les droits de l'enfant, de manière générale. Et là, ce n'est pas parce qu'il y a conflit qu'on ne va pas réaliser progressivement. Si c'est des droits qui demandent une réalisation progressive, eh bien, on le fera même lorsqu'il y a conflit armé. Je prends le cas d'un droit qui demande une réalisation progressive. C'est par exemple la gratuité de l'enseignement. L'État va le faire au fur et à mesure qu'il a des moyens nécessaires pour cela. Et il y a pas mal d'autres droits qui demandent à l'État une réalisation progressive, il le fera.
progressivement, évidemment, nonobstant les conflits. Mais il y a d'autres droits qui ne requièrent qu'une réalisation progressive et qui peuvent être des droits vécus en temps de conflit. Par exemple, l'interdiction pour l'État de l'enrôlement des enfants, ça ne demande pas de réalisation progressive. Ça s'est fait de manière spontanée et de manière unique. Et donc, voilà. Pour M. André, l'existence de ces droits de l'enfant est-elle suivie d'effets en pratique? Oui, bien sûr, on a déjà dit que les droits des enfants, ils sont là, ce sont des droits, mais tous ces droits ne sont pas suivis d'effets en pratique. Et là, je dirais d'ailleurs que les droits de l'enfant, comme les droits humains en général, c'est un objectif vers lequel on doit tendre. Parce que déjà, quelqu'un vient de dire réalisation progressive. Il y a des droits qui vont se réaliser progressivement. Mais l'État, il faut qu'il ait cet objectif-là pour se fixer un programme, pour se fixer une politique publique en vue de réaliser progressivement ces biens et ces droits-là. Les droits des enfants peuvent, et certains sont suivis des faits. Certains sont suivis des faits. Et je vous le dirai, même en temps de conflit. Nous sommes en conflit armé ici, mais à Bukavu, les écoles n'ont pas fermé. À Goma, les écoles n'ont pas fermé. Peut-être qu'il y a eu 2 jours, voilà, ou 3 jours de ceci, mais on fait un effort que ces droits continuent à se réaliser, que ces droits soient suivis des faits, même en temps de conflit. Mais on fait les efforts chacun à son niveau. Il y a des limites, et quand il y a des limites qu'on ne peut pas surmonter, ça devient difficile. Et si ça va dans les violations, le travail de la répression va devoir intervenir pour punir ceux qui auront violé ces droits-là. Et Augustin, ben voilà, les États qui ratifient, est-ce qu'ils ont connaissance de la gravité, ils ont connaissance de la pertinence, est-ce qu'ils ont connaissance du caractère fondamental des instruments qu'ils ratifient? Et alors, pourquoi ils ratifient ceux qui ne vont pas appliquer? Bon, ratifier des conventions, ben évidemment, c'est aussi, je crois, des leçons de logistique qu'on ne va pas avoir à faire ici. Quand on ratifie des conventions, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Lorsqu'on se fixe des principes, c'est parce qu'on veut les atteindre. Monsieur Augustin, je crois qu'en chaque début d'année, vous fixez les principes, vous fixez les seuils à réaliser au courant de cette année-là. On a commencé 2026 et Monsieur Augustin vous avez dit, en cette année 2026, je voudrais être ceci, je voudrais être cela. Vous fixez un objectif. Les États aussi, quand ils ratifient des conventions, c'est pour se fixer des objectifs à atteindre. Et ils vont travailler en fonction de ces objectifs-là. Mais lorsqu'ils n'arrivent pas à les réaliser, il peut y avoir des causes. Et pour le cas des droits de l'enfant, par exemple, les États soumettent des rapports, je crois, chaque 2 ans. Et dans ces rapports, les États font l'État, je m'excuse de répéter le mot État, ils font état des réalisations des droits, des difficultés auxquelles ils sont confrontés, parce qu'aussi on sait qu'il y a des difficultés, il y a des défis. Et les États doivent chaque fois en faire rapport pour que, ensemble, au sein des États partis à une convention, ils essaient de voir comment remédier à ces défis, à ces obstacles rencontrés. Bien, voilà, et pour les 3 autres questions de la deuxième série. Merci, cher professeur, pour les réponses pertinentes. Alors, on va continuer avec la 3e série de questions. On va prendre mademoiselle Rachel Soumaïli, qui a 2 questions. Premièrement, quels sont les principaux obstacles à la protection effective des droits fondamentaux des enfants dans les zones de conflits armés en Afrique, malgré l'existence de cadres juridiques internationaux? Je pense que cette question a peut-être repense ou a déjà été répondue d'une manière ou d'une autre. En seconde position, pourquoi les enfants continuent-ils de subir des violations de leurs droits fondamentaux dans les conflits armés africains, malgré les conventions internationales de protection? Je pense que la question va dans le même sens. Chers participants, prière de couper vos micros, sinon ça ne nous permettra pas d'évoluer. Monsieur ou mademoiselle Foura, merci de couper votre micro. En seconde position, il y a monsieur Claude Shalom
pasteur Claude Shalom, qui est étudiant en master à l'université Martyr du Congo. Quels sont les mécanismes appropriés en RDC et à l'est de la RDC pour éradiquer le phénomène enfant de la rue? Je pense que la question n'est pas peut-être orientée au débat, mais bon, peut-être parce que le professeur est spécialiste sur la question du droit de l'enfant, il va y répondre. On va peut-être l'associer à la question de conflit. Et en dernière position, il y a M. Jean Biba qui veut savoir quel rôle peut jouer les universités dans la protection des droits de l'enfant dans des situations de conflits armés. Ce sont les trois questions. Ou mieux, si on peut prendre une autre question, parce que je pense que la question de M. Claude n'était pas vraiment orientée dans le débat. Si on peut rapidement prendre une autre question, il y a la question de M. Darius, qui veut savoir, premièrement, je pense, Darius Léani, je pense que le problème de protection des droits fondamentaux de l'enfant en contexte de conflit armé n'est pas l'absence de loi à tout le niveau. Que faire face à cet état de vacances, de droit et l'impératif espoir de protéger le droit de l'enfant afin de dépasser cette illusion dans la pratique? Et il a une deuxième sous-question. Estimez-vous que l'éducation généralisée de droits humains aux belligérants et à la mobilisation des enfants défenseurs de droits de l'homme, particulièrement ceux des enfants, serait une solution pour dépasser cette illusion? Je pense qu'on a trois questions orientées directement au débat pour cette troisième série. C'est à vous, cher professeur. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je commence par Rachel. Quels sont les principaux obstacles à la protection des droits de l'enfant en temps de conflits armés? Ben, il y en a beaucoup. Ils sont nombreux, ces obstacles-là. Et je commencerai par ma conclusion. Il y a d'abord l'insuffisance de la répression. Lorsque on ne réprime pas les violations, il devient difficile qu'on y mette fin. Et donc, l'absence ou l'insuffisance, pour mieux dire, du régime répressif. Et il y a aussi le contexte, en fait, qui constitue un obstacle. On est dans un contexte de pauvreté généralisée au départ, et ça fait que parmi les groupes armés qui recrutent des enfants, parmi les facteurs explicatifs, on trouve la pauvreté généralisée. C'est les enfants qui sont les plus recrutés. Si on fait les statistiques, si on fait les observations, on va se rendre compte que c'est des enfants qui sont issus des milieux les plus défavorisés. Il est vrai que l'Afrique en général, on est pauvre, mais il y a des plus pauvres que d'autres. Et les enfants qui se font recruter, bon, volontairement, ça j'ai dit entre guillemets parce que c'est assez discutable, ou des enfants qui se font enrôler, ils viennent généralement des milieux les plus défavorisés, ce qui montre que la pauvreté aussi continue à être quand même un facteur, un obstacle à la réalisation, à la protection des droits de l'enfant en temps de conflits armés. Et alors, on peut énumérer, je crois, et toutes ces raisons-là, il y en aura beaucoup. Ben voilà. Pourquoi les enfants continuent à subir les violations de leurs droits en temps de conflits armés? On revient encore à ces obstacles-là. C'est parce qu'il y a ces obstacles, il y a ces défis que les enfants continuent à subir les violations de leurs droits humains. Ben attention, mais il y a d'autres facteurs aussi. Je n'ai pas fait allusion à ça. Il y a des facteurs de famille et sociologiques. Vous savez qu'il y a des groupes armés qui sont des groupes armés ethniques, des groupes armés tribaux, où chaque famille a l'obligation de contribuer. Vous contribuez soit financièrement, soit vous contribuez en envoyant vos garçons dans ces groupes-là. Et il y a aussi ce qu'on appelle la vengeance. Pendant les conflits, il y a beaucoup de choses qui se passent. Même les enfants peuvent vouloir se venger, ou alors des belligérants, ou alors d'autres personnes peuvent vouloir se venger sur la personne des enfants. Tout cela peut arriver. Alors, Claude demande les mécanismes appliqués en RDC pour éradiquer le phénomène enfant de la rue. Bon, évidemment, ce n'est pas par rapport à mon exposé.
Bon, mais là aussi, c'est des mécanismes généraux. On ne va pas rentrer dedans. Je ne connais pas trop ce que font les ONG pour éradiquer les phénomènes enfants de la rue. Mais évidemment, on sait qu'aujourd'hui, c'est un phénomène aussi qui prend de l'ampleur. Et à ce jour, on a même plus seulement des enfants, il y a même des personnes qui ont grandi dans la rue et continuent à y vivre. Je ne vais pas entrer dans la chose des enfants de la rue parce qu'on n'a pas porté sur ma présentation de ce soir. Alors, Jean, quel rôle peuvent jouer les universités dans la protection des droits des enfants en temps de conflits armés? Ça, c'est très intéressant. Quel rôle peuvent jouer les universités? Quel rôle pouvons-nous jouer, nous tous universitaires, dans la protection des droits de l'enfant en temps de conflits armés? Déjà, comme université, le rôle que l'on joue, c'est d'abord l'éducation. On ne peut pas défendre un droit qu'on ne connaît pas. Et l'UNIV est là pour essayer d'encadrer la connaissance, mais aussi la connaissance de ces droits-là. D'abord, on connaît, c'est dans la prévention. Et une fois vous quittez l'université, ou même en étant à l'université, il y a beaucoup d'étudiants qui ont des petits clubs et de ceci et de cela. Voilà, faites des clubs aussi de protection des droits de l'enfant. Et comme université aussi, nous devons avoir dans chaque université une politique de la protection des droits de l'enfant. Il y a des univ qui ont cette politique-là. Il y en a d'autres qui n'en ont pas encore, mais on devrait avoir déjà pareil politique au sein de nos universités. Et alors, on nous forme pour le travail à faire plus tard. Et dans ce que nous faisons plus tard, il faut toujours avoir dimension, protection des droits de l'enfant, comme dans tout ce que nous faisons. On nous demande d'avoir la dimension genre. Ajoutons à ça la dimension protection des droits de l'enfant. Darius, le problème protection des droits de l'enfant, c'est pas, enfin, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de loi. Quand j'ai dit vacances, vacances des droits, vacances de l'État, c'est pour dire tout ce que la guerre peut faire comme conséquence. Mais la guerre surgit dans un État où on a des lois. Et la guerre a comme conséquence que ces lois qui existent sont mises en veilleuse. Mais on a dit, la mise en veilleuse, c'est pas quelque chose de juridique, c'est quelque chose de factuel. Parce que les règles de droit continuent à s'appliquer même pendant les temps de guerre. Même pendant les temps de guerre, les règles continuent à s'appliquer, en tout cas la plupart. Il n'y a que très peu que l'on peut suspendre. Et je vous ai montré qu'en pratique, la suspension ne vient pas souvent, même dans les situations où on l'attendrait. Est-ce que l'éducation au droit, aux belligérants et à tous les autres pourrait jouer un rôle? Mais évidemment, oui. Il faut l'éducation au droit. Il faut l'éducation au droit. Dans les forces armées, on fait des séminaires à l'intention des militaires. Et même dans les groupes armés aussi, si vous en connaissez, n'hésitez pas, avec vos ONG, à les rapprocher, à les approcher pour faire des séminaires de sensibilisation, et ainsi de suite. Il faut d'abord l'éducation. L'éducation contribue à la connaissance. Et là, je prends l'exemple de M. Al-Faki, qui a été jugé à la Cour pénale internationale, vous avez suivi, pour des crimes de guerre au Mali, pour avoir détruit les mausolées. Mais c'est arrivé à la Cour qu'il a dit, mais c'est ici que j'apprends que détruire les mausolées constitue un crime. Voilà. Et donc, toute sa vie, il n'avait jamais appris que détruire les biens culturels constituait un crime. Et donc, même pour les groupes armés, même pour leurs membres, ils ont besoin de l'éducation. Ils doivent savoir. Lorsqu'ils savent, ils peuvent maintenant décider de violer délibérément, mais au moins ils le font en connaissance de ce qu'ils sont en train de faire, que de commettre des violations parce qu'ils ne connaissent pas que c'est des violations. Voilà, Monsieur Giscard, je crois que c'était ça aussi notre série. Merci beaucoup, cher professeur. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va prendre la 4e série et éventuellement la 5e, parce qu'il y a beaucoup de questions. Et pour d'autres, parce qu'on a la réunion devrait aller jusqu'à 1h ou 1h30. Donc, on espère dans 1h30, on va clôturer la session. Elle ne doit pas être aussi longue pour ne pas être intéressant. Ouais. Alors, la 4e série, comment, Monsieur Kitungano Juma, merci de garder vos micros fermés, chers participants, c'est très important. Comment procéder pour protéger les enfants dans ce contexte de conflit armé, étant donné que les textes sont mis à l'écart?
Ça, c'est Monsieur Kitungano. Et deuxième sous-question, quels sont les instruments qui régissent la protection de l'enfant en RDC et en Afrique? Je pense que cela a été soulevé lors de la présentation, mais le prof va y répondre. Deuxième question, c'est Monsieur Thierry Moimi. Première sous-question, pourquoi le droit de l'enfant sont même violés par de grandes puissances alors qu'elles ne font passer, qu'elles se font passer comme protecteurs de droits fondamentaux? Le cas le plus récent est le bombardement d'un lycée en Iran par les États-Unis. Deuxième sous-question, comment faire réellement pour protéger efficacement le droit de l'enfant dans le contexte qui est le nôtre malgré la réalité que nous connaissons? Ça, c'est le deuxième intervenant dans cette série. Et pour finir, nous allons prendre monsieur ou madame Chiroumé. Merci pour l'exposé, professeur. L'unique question, si le conflit est contraire au droit, selon le professeur, si j'ai bonne mémoire, à quoi alors sert le droit international humanitaire? Ce sont les trois intervenants que nous prenons pour cette quatrième série. OK. Bien, merci. Alors, je crois que je vais commencer par lever une équivocité. Il faut prendre ma conclusion. Je ne peux pas, je ne le dirai jamais, que le droit est en dehors, que le droit est absent des conflits. Ma démarche, si vous l'avez suivie, c'était une démarche qui a commencé par des opinions générales pour chuter sur ce que le droit prévoit. Et j'ai bien précisé que, de manière générale, la guerre est considérée comme la vacance de droit, vacance de l'humanité, parce que la guerre est tout à fait contraire aux règles de droit. Et j'ai dit, Cicéron et d'autres ont dit plus tard, lorsque les armes parlent, les lois se taisent. Ça, c'est des considérations générales et que l'on peut avoir dans notre opinion de tous les jours. Mais j'ai continué en disant, mais sur le plan du droit, nous le savons, les règles de droit ne disparaissent pas parce qu'il y a un conflit armé. Les règles continuent à exister et c'est d'ailleurs, je l'ai même dit, l'essence même du droit humanitaire. Le droit humanitaire, c'est ce droit-là qui est destiné à s'appliquer uniquement en temps de conflits armés, évidemment en dehors de ces phases de sensibilisation et phases de répression. Les droits humains ne cessent pas de s'appliquer en temps de conflit, ils continuent à s'appliquer, même si des dérogations peuvent y être portées. Et on a vu qu'en pratique, les dérogations ne sont pas généralement portées. Et donc, en temps de conflits armés, les règles de droit n'ont pas disparu, elles sont là. Il faut qu'on lève l'équivoque parce que j'entends deux questions ici et qui reviennent sur le fait que, en temps de guerre, les règles de droit ont disparu, les lois ont disparu. Les lois sont là et elles doivent s'appliquer. Alors, première question, comment procéder à protéger les enfants étant donné que les textes sont mis à l'écart? Ben voilà, ils ne sont pas mis à l'écart, les textes sont là. Et on protège les enfants en temps de conflit sur base de ces textes parce qu'ils sont là. Ils ne disparaissent pas, ils sont là. Il faut qu'on lève l'équivoque. Quels instruments applicables en Afrique et dans la région? Évidemment, j'ai commencé par dire que la plupart des États africains étaient partis à la plupart des conventions sur les droits de l'enfant. J'ai cité la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant de 1989. J'ai cité la Charte africaine des droits de l'enfant de 1990. J'ai cité le protocole à la Convention des Nations Unies. Et il y a aussi des lois nationales. Et donc, il y a quand même beaucoup d'instruments applicables. Je ne connais pas un État qui va avoir des lois contre les enfants. S'il n'y a pas de lois particulières protégeant les enfants, il y a des lois générales qui vont quand même protéger les enfants. Monsieur Thierry, pourquoi les droits de l'enfant sont violés par les grandes puissances? Et donne l'exemple du bombardement des États-Unis en Iran. Bien, il n'est pas dit qu'une grande puissance sera forcément respectueuse des droits.
Une grande puissance, une petite puissance, ça reste des États. Et si les droits sont violés par les États, ces États peuvent être des grandes puissances comme ils peuvent être des petites puissances. Les États-Unis, lorsqu'ils sont engagés en guerre et lorsqu'ils vont en Iran, il devient très, très probable qu'il y ait des violations qui vont toucher les enfants. Quand on fait la guerre, les violations deviennent quelque chose de très probable. En Israël, même chose. En Russie, même chose. En RDC, même chose. Et donc, il y a ces violations-là qui se commettent. Et le plus souvent, ces grandes puissances, comme vous le dites, vont présenter cela comme ce qu'on appelle un dommage collatéral, voilà, un dommage collatéral ou carrément une erreur. Et je crois que les Américains, je crois, je ne suis pas très sûr, on dit que c'était par erreur, je crois. Et comment faire pour protéger les droits dans notre contexte? Bon, voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Il faut d'abord nous éduquer aux droits. Ce que nous faisons, c'est une éducation aux droits. Nous partons d'ici avec quelques connaissances, avec quelques échanges d'expériences. Et puis, dans la vie de tous les jours, on essaie de faire ce qu'on peut. Nous sommes des individus. On n'est pas l'État. L'État doit faire aussi ce qu'il doit faire. Et on sait qu'en retour, l'État doit jouer le grand rôle, le rôle de la poursuite, de la punition des auteurs de violations, parce que la punition va décourager d'autres qui pourraient violer ces mêmes droits et 2 années, 3 années ou 5 années plus tard. Mais nous, comme particuliers, nous devons jouer le rôle de sensibilisateur. Voilà, on doit prévenir, on doit s'éduquer, on doit connaître les droits, nos droits et les droits des autres et faire un effort de les respecter. Ça, c'est déjà beaucoup si nous le faisons, nous, comme particuliers. Alors, Thiro, mais si le conflit armé est contraire au droit, à quoi alors sert le DIH? Ben, je pense que j'ai répondu à ça. J'ai répondu à ça. Le DIH, c'est le droit dans la guerre. Et le DIH, on sait que ce sont les règles qui visent à limiter, à atténuer les effets des conflits, à les réduire. Voilà. Et pourquoi le DIH est créé? Il est créé justement parce qu'on sait que pendant les conflits, les droits seront davantage violés. Voilà pourquoi on doit avoir un droit spécifique qui vise immédiatement, qui vise directement à prévenir et au besoin à réprimer ces violations spécifiques qui sont dues à des conflits. Par exemple, les attaques contre les civils ne peuvent avoir lieu que pendant les conflits armés. Et là, on va voir les interdictions, la distinction. Il faut distinguer les civils des combattants. On ne peut attaquer que les combattants et non les civils. Ça, c'est des règles qui sont nécessaires et qui deviennent pertinentes justement en temps de conflit. Et donc, le DIH existe. Et le conflit est contraire à la règle, contraire au droit, et raison pour laquelle le droit est là, pour essayer de l'orienter ou pour essayer d'en réduire les effets et d'en réprimer les dépassements, les violations. Voilà, jusqu'à vous le micro. Merci beaucoup, cher professeur, pour ces pertinentes réponses. Alors, une précision pour toutes les questions qui viendront après la 5e série de questions. Ces questions trouveront réponse via mail. Donc, on va soumettre les questions au professeur et il va répondre par mail. Donc, je vais prendre juste une série de 3 questions et ça sera sur ces cours qu'on va clôturer la session de questions. Alors, il y a, messieurs, pour la 5e série de questions, nous avons messieurs Prince Koubaya. Le conflit armé en République démocratique du Congo aboutissent très souvent à des accords politiques foulant aux pieds le droit de l'enfant violé pendant la période des hostilités par le belligérant. Que faire pour appréhender les différents seigneurs de guerre ayant délinqué pourtant occupant de postes de responsabilité à l'issue de ces accords dits de paix? Deuxièmement, pour cette série, Fikiri qui paie poids. Comment nous savons que la guerre est un phénomène social, comme nous savons que la guerre est un phénomène social normal et fréquent dans le contexte africain, où les ressources naturelles de notions africaines intéressent beaucoup des Occidentaux,
qui sont impliqués indirectement ou directement dans l'instabilité sécuritaire et politique en Afrique, qui menacent le droit, surtout le droit économique, le droit à la vie et le droit culturel. Et la question est la suivante: comment pouvons-nous espérer au respect de droits des enfants? Est-ce que nous ne pouvons pas nous tourner vers les autres approches qui ne sont pas juridiques? Et pour cette série, la dernière question, messieurs Aubin, Makoko, nous sommes réjouis de l'exposé, monsieur le professeur, merci. Nous tenons à savoir comment, en temps de conflit armé, l'État met en œuvre la réalisation de droits des enfants, même de façon progressive, puisque vous en parlez. Par quel mécanisme l'État procède-t-il exactement pour réaliser le droit de l'enfant en moment pareil? Je pense que la question de la réalisation de droits a été posée. Peut-être prendre une dernière question. Il y a Jouidi qui veut savoir, certes, il existe un cadre juridique pour la protection de droits fondamentaux de l'enfant. Ok. Je pense que la question est incomplète. Comment adopter, Jouidi toujours, comment adopter le droit international humanitaire face à des groupes armés non étatiques? Comment adapter le droit international humanitaire à des groupes armés non étatiques qui ne reconnaissent pas les lois des États ainsi que les traités et accords internationaux ratifiés par ce dernier? On va clôturer sur ces points, et pour d'autres questions, les réponses seront envoyées via mail. Cher professeur, c'est à vous. Bien, merci. Voilà, donc il y a encore d'autres questions là. Je crois que c'est Prince qui pose la première question. Les conflits armés en RDC aboutissent souvent à des accords. Et alors, que faire pour appréhender les seigneurs de guerre qui auraient commis des violations et qui finalement se retrouvent au gouvernement ou alors dans des institutions? C'est évidemment la situation que nous connaissons ici dans ce pays depuis des années. Et c'est évidemment difficile. C'est difficile. La justice et la politique, des fois, ça peut faire deux ménages très, très parallèles. Et je pourrais vous dire déjà, je crois autour des années 2009, lorsque la Cour pénale internationale avait lancé un mandat d'arrêt contre Bosco Ntaganda et qu'on demandait à la RDC de procéder à son arrestation, à l'époque, le gouvernement congolais avait dit ceci, que le Congo privilégiait la paix à la justice. Voilà. Et donc, il y a aussi des politiques nationales qui peuvent sacrifier la justice pour des intérêts divers, des intérêts politiques ou des intérêts, voilà, de paix, comme on le dit là-bas. Et ça peut aussi arriver que ces seigneurs de guerre soient introuvables. On a le cas de Joseph Kony. Joseph Kony n'a jamais été dans un gouvernement. Il y a des mandats d'arrêt contre Joseph Kony dans la CPI, mais on n'a jamais mis la main sur Joseph Kony. Et donc, il y a pas mal de choses dans cette histoire-là qui ferait que les poursuites ne soient pas menées maintenant. Mais attention, ne pensez pas que, comme il n'y a pas eu poursuite maintenant, qu'il n'y aura plus jamais poursuite. C'est des crimes généralement qui ne sont pas prescriptibles, et même après 50 ans, ces gens-là, s'ils sont encore en vie, peuvent être poursuivis. Nous avons eu ces cas avec le tribunal mixte du Cambodge, où on a jugé des gens pour les crimes commis plus de 50 ans auparavant. La justice ne vieillit pas, elle est là et elle pourrait surgir à tout moment. Alors, Fikiri, la guerre, c'est un phénomène normal et qu'on observe évidemment. Oui, la guerre, c'est normal, le conflit, c'est normal. Comment espérer alors au respect des droits de l'enfant? Est-ce qu'on ne peut pas se tourner vers d'autres approches et au détriment de l'approche juridique? Mais moi, je ne dirais pas qu'on va abandonner l'approche juridique. Moi, je dirais plutôt qu'il faut ajouter à l'approche juridique d'autres approches. Et à ma connaissance, il y a d'autres approches qui sont mises en mouvement actuellement. Il y a l'approche psychologique, il y a des centres de traumatisation, il y a l'approche médicale. On soigne les violations. Quand les enfants sont victimes de blessures, ainsi de suite, ils sont soignés. Quand on les amène à l'hôpital, ce n'est pas une approche juridique, c'est une approche médicale aussi qui est mise en mouvement. Et donc, une protection des droits de l'enfant
exige pas de laisser tomber l'approche juridique, ça n'aurait pas de sens, exige une approche qu'on qualifie d'holistique. Et donc, à l'approche juridique, qu'on ajoute d'autres approches. Il y a des approches sociologiques. La réintégration des enfants, c'est sociologique et c'est économique. On a dit que la pauvreté contribue à la violation des droits de l'enfant. Et donc, il faut que ces enfants soient réintégrés sur le plan économique. Si on sait qu'il est parti parce qu'il n'avait rien, il faut lui donner quelque chose qui devient une occupation. Et ça, on a vu avec les DDR, lorsque les DDR étaient mis en mouvement dans notre pays. Alors, Aubin, il repose la question comment, en temps de guerre, l'État met en œuvre les droits de l'enfant. Il va parler d'une réalisation progressive, mais je l'avais déjà dit, nous sommes en guerre et ceux d'entre vous qui ne sont pas là, qui ont fait les examens d'État l'année passée, ils l'ont fait comment? Les questionnaires, d'où sont-ils venus? Ils n'ont pas été composés à Goma ni à Bukavu. Et donc, même pendant la guerre, l'État fait un effort de continuer à réaliser les droits humains. Qu'ils soient progressifs ou que ce soit des droits spontanés, l'État fait un effort. Déjà, je prends cet exemple de droit à l'éducation. Le Congo continue à envoyer les examens, il les corrige parce qu'on est tous conscients que tout enfant a droit à l'éducation et le gouvernement le fait. Même dans les zones occupées, le gouvernement réalise à sa manière et à son niveau et le droit à l'éducation. Et je crois qu'il continue aussi à envoyer les salaires. Ils peuvent être modiques, mais au moins il les envoie. Et ça contribue à assurer la gratuité de l'enseignement. Alors, je vous dis, comment adapter le DIH face aux groupes armés non étatiques? Ça, c'est très intéressant comme question. On sait que les groupes armés ne sont pas partis aux conventions internationales. On sait que les groupes armés déjà contestent les lois nationales. Mais comment alors adapter le DIH à ces groupes? Bon, la réponse et la question contient déjà le mot de réponse. Il faut adapter ces droits-là. Et comment l'adapter? Je donne le cas du DIH. Et la question est très posée, elle est très discutée, il n'y a pas de réponse tranchée. Les groupes armés sont-ils liés par les règles de droit international humanitaire? Bien sûr que oui, parce qu'ils sont partis au conflit armé. Mais ils ne sont pas partis à ces règles. Alors, les réponses apportées par la doctrine, elles reposent sur beaucoup de critères. Mais je vais vous donner un seul critère. Le groupe armé a intérêt à respecter ce droit parce que le groupe combat exactement le gouvernement et le groupe se propose de défier le gouvernement de demain. C'est en respectant les règles que le groupe va avoir une légitimité. S'il viole les règles, le groupe armé va manquer de légitimité. Raison pour laquelle aucun groupe armé n'accepte directement qu'il a commis des violations. Suivez l'actualité, vous verrez que même les groupes armés contestent, refusent et rejettent même les rapports qui sont faits de manière objective. Parce qu'ils ne veulent pas être indexés comme des gens qui ont violé les droits. Et ensuite, sur le plan pratique, il y a des ONG aussi qui essaient d'adapter le droit humanitaire au niveau des groupes armés. Je vais vous citer l'organisation qu'on appelle Geneva Call. Geneva Call est actif uniquement pour les groupes armés en essayant d'adapter les conventions de Genève, le droit humanitaire et en les faisant signer par ces groupes. Ça devient pour ces groupes armés-là aussi leurs engagements politiques qui les accompagnent pendant les conflits armés. Je crois que c'était là et les trois questions. Est-ce qu'il y en a une qui est restée? Je ne sais pas. J'ai vu Aubin, je vous dis, et voilà, et Prince, et Fikiri, je crois. C'est ça? Je pense que c'était la dernière question. Ouais. Merci beaucoup, cher professeur. Nous tenons à vous adresser nos sincères remerciements pour cette présentation particulièrement riche. Les réflexions que vous avez à partager avec nous ce soir nous rappellent à quel point la protection et la promotion et le respect des droits de l'enfant demeurent actuellement un défi majeur, spécialement dans les contextes de conflits armés en Afrique, et combien ça continue d'affecter plusieurs régions du continent, notamment la RDC. Alors, merci beaucoup également aussi à toutes les participantes et à tous les participants qui ont pris part à ces webinaires.
Votre présence, votre attention ainsi que la qualité de vos interventions et de vos questions ont largement contribué à la réussite de cette activité. Alors, en commémorant aujourd'hui la journée de l'enfant africain, nous avons non seulement rendu hommage aux enfants de Soweto, mais nous avons aussi réaffirmé notre attachement, notre engagement collectif en faveur du respect, de la promotion ainsi que de la protection des droits de tous les enfants africains. Mais avant de nous quitter, permettez-moi de revenir un peu brièvement sur notre organisation Raki Institute. Qui sommes-nous? Voilà, nous sommes une organisation non gouvernementale des droits congolais. Nous rassemblons des femmes et des hommes qui sont engagés dans la promotion des droits humains, dans la recherche et de la justice, dans la consolidation de la paix, mais également dans la protection de l'environnement. Pour ce faire, nous menions beaucoup d'activités dans les cadres de la recherche, dans les cadres de la formation, mais également dans les cadres de la sensibilisation et des plaidoyers. Pourquoi? Pour concourir à une société beaucoup plus juste, beaucoup plus pacifique, mais encore beaucoup plus respectueuse de la dignité humaine. Alors, dans ce sens-là, nous avions lancé plusieurs activités, dont notamment la réalisation de ces webinaires, qui sera poursuivi demain. Nous espérons vous retrouver très prochainement lors des prochaines activités citoyennes, mais également scientifiques. D'ailleurs, pour une petite confidence, nous sommes en train de vouloir lancer l'Académie des droits humains, qui pourra s'aligner dans les cas de formation à la matière pour, bien sûr, participer au respect, à la promotion, à la protection des droits humains en général sur les continents africains, plus particulièrement sur les territoires congolais. D'ici là, n'hésitez pas à suivre nos différentes plateformes. Nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur X, nous sommes aussi sur Facebook. Il faut rester informé de nos futurs événements, mais également de nos futures publications. Sur ce, au nom de toute l'équipe des Raki Institute, je tiens principalement à vous remercier. Nous vous remercions beaucoup plus, cher professeur, pour ces moments d'échange. Je rappelle que nous nous sommes réunis autour d'un sujet très capital, les sujets qui s'alignaient autour d'un questionnement ont tâché à répondre à la question de savoir s'il est possible, au-delà d'une illusion, de concourir à la réalisation des droits de l'enfant dans les contextes africains. Donc, nous vous remercions toutes les participantes, mais également tous les participants, et nous vous souhaitons une excellente soirée. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.